Alors, bonjour à tous. Alors, on va attendre une minute que tout le monde ait le temps de se connecter par rapport à notre event. Et en tout cas, de notre côté, ça marche. Sarah, est-ce que je t'entends? Ouais, je pense que tu m'entends. Jade, est-ce que je t'entends? Ça marche. Baptiste, t'es là? Oui. Ok, parfait. On va commencer. Bienvenue à tous. Si vous nous avez rejoint en direct de New York City, c'est que vous êtes intéressé par les US, que ça vous titille, vous avez raison. Viser les États-Unis, c'est accéder à un marché gigantesque, à des investisseurs qui parlent en millions, voire centaines de millions, et un écosystème qui peut changer la trajectoire d'une start-up du jour au lendemain. Mais, et c'est ce qu'on voit tous les jours, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le go-to-market, parce qu'il y a pas mal d'embûches qu'on peut trouver ailleurs sur la structure juridique, sur la fiscalité, sur les flux entre la France et les US, sur les conventions entre les boîtes, et le fameux flip vers la Delaware C Corp. Bref, tout ce que tout le monde ne trouve pas forcément sexy, mais qui peut faire exploser votre setup si c'est mal anticipé. Aujourd'hui, dans la suite du guide qu'on a publié, on va tout mettre à plat et vous donner une vraie feuille de route pour éviter de bâtir votre expansion américaine sur du sable. Et pour ça, j'ai la chance de bosser avec 3 experts sur ces sujets qu'on a eu la chance au travers de Sharpstone de travailler avec sur un certain nombre de clients, et on s'est dit, tiens, au-delà de partager notre quotidien, on peut aussi en faire profiter tous ceux qui veulent à un moment donné basculer ou se déployer aux US. Donc avec moi ce soir ou ce midi pour New York, il y a Jade de chez Staminalo, qui est membre du bureau de Paris et de New York, et qui a vu à peu près toutes les configurations possibles, des flips parfaits et des flips apocalyptiques. Baptiste Lafont, CEO de Lisan Finance, 15 ans d'expérience entre la France et les US. Et Sarah, manager chez Sharpstone, qui, pour nous, pilote au quotidien des montages financiers complexes, des dossiers auprès de BPI, tout ce qu'il faut pour sécuriser la partie française quand on vise l'Amérique. Donc ensemble, on va vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter et surtout dans quel ordre le faire pour que votre implantation soit un accélérateur et pas un boulet. Pendant toute la session, vous pouvez poser vos questions dans le chat, on les récupère et à la fin, on prendra un moment pour y répondre. On est parti pour 1 heure et on s'est dit qu'on visait à peu près 30 minutes de présentation des principaux éléments saillants de notre guide et ensuite, on laisse la place à vos questions. Donc peut-être un petit tour de table. Je présenterai Sharpstone en dernier, mais Jade, si tu veux en dire un peu plus sur Staminalo, c'est à toi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui et merci à tous d'être venus. Donc, comme l'a dit Germain, je suis avocate au barreau de New York et de Paris et je pratique dans les 2 juridictions. Donc, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs français qui ont une boîte aux États-Unis et une boîte en France également parfois. On accompagne exclusivement les startups et les investisseurs des startups dans la tech et l'innovation. Et après, mon champ d'intervention, c'est tout ce qui est droit des sociétés, donc c'est tout ce qui est création de boîtes, flip, levée de fonds, intéressement au capital, donc notamment ce dont on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Jade. Baptiste? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Baptiste Lafont, dirigeant de Lisan Finance. On est présent depuis très longtemps, une vingtaine d'années à Paris et plus de 10 ans aux États-Unis. Je suis moi-même basé à New York depuis 2017. Et voilà, on a cette double présence franco-américaine, comme beaucoup de nos clients, qui ont aussi fait le choix de se lancer aux États-Unis, soit directement, soit via une filiale. Et on va en parler, c'est le sujet d'aujourd'hui. On les accompagne sur tous les aspects administratifs et financiers, aussi bien la comptabilité, les taxes, mais aussi les enjeux RH, de recrutement et de fidélisation des talents aux US. C'est un vrai coût et voilà, ne pas négliger. Et sur tous les besoins opérationnels que les entrepreneurs français peuvent rencontrer quand ils débarquent ici. Top. Et Sarah de Sharpstone?
que je connais bien. Bienvenue à tous les participants. Donc, je suis manager chez Sharpstone. Je travaille avec une équipe de consultants. On aide les entrepreneurs à construire leur roadmap de financement non dilutif et dérouler en fait toute cette roadmap auprès de différents financeurs, la calibrer de manière pertinente avec la roadmap dilutive et la roadmap business et aussi la roadmap technique. Et on accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui justement décident à différents moments d'aller aux US, donc soit avec une filiale, soit avec une topco, soit parce que voilà, c'est des entreprises qui font le Y Combinator ou autre. Donc, on a pu les aider dans ces éléments-là. Peut-être moi aussi pour me présenter, Germain Gachet, je suis le cofondateur de Sharpstone, qu'on a créé il y a 11 ans avec cette promesse d'accompagner les entrepreneurs sur tous ces sujets-là. Et qu'on fait au quotidien avec à peu près 500 clients actifs, à vraiment tout stade de maturité. Des boîtes pas encore créées qui sortent de laboratoire jusqu'à des boîtes cotées. Donc, on arrive à tenir la promesse. On va pouvoir se lancer directement. L'idée, c'est un peu de faire en 3 phases. Avant l'incorporation, à quoi il faut réfléchir, comment on décide, pendant les grandes, et puis à la fin, une fois qu'on a créé sa société aux US, qu'est-ce qui va se passer? Baptiste, peut-être pour commencer, comment on va s'y prendre pour faire du business aux US? Alors, déjà, avant d'envisager de créer une filiale ou de faire un flip, etc., souvent nos clients ont commencé par tenter de faire du business depuis la France, c'est-à-dire en allant sur place de temps en temps, en essayant de vendre à distance. Le Covid a bien aidé de ce point de vue-là. Donc, on peut arriver, surtout dans certains secteurs d'activité, à signer ses premiers clients depuis la France. Ça pose quelques questions fiscales et un formulaire parfois un peu compliqué à remplir pour la boîte française vis-à-vis des Américains, mais passer cet écueil-là, c'est une bonne manière de valider le marché américain et de commencer à se faire ses premières armes. Après, une fois qu'on a dit ça, rares sont les boîtes qui ont réellement eu une vraie traction et qui ont construit un business aux US sans créer une entité sur place. Voilà, donc une fois qu'on a validé les premières étapes et qu'on sait qu'il va y avoir une appétence et une capacité aussi financière, on a suffisamment soit levé d'argent, soit les reins solides pour attaquer le marché américain. La question de l'entité juridique, et Jade vous en parlera mieux que moi, mais va se poser. Et du point de vue de faire, si on décide soit de faire un flip, soit d'ouvrir, et donc de créer le flip, déjà en 2 mots, de créer une topco, c'est-à-dire une holding US qui va détenir l'entité française, ou à l'inverse, de garder sa société mère française et d'ouvrir une filiale. La vraie différence entre les deux, ça va être le financement. La holding va permettre de capter des financements, et on va vous en parler après. Mais en termes plus opérationnels, sur tout ce qui concerne l'obtention d'un visa, la signature de contrat, l'embauche de salariés, les déclarations fiscales, etc., les 2 modalités vont vous permettre de signer des contrats, d'embaucher. Vous n'aurez pas d'avantage ou d'inconvénient à ce que ce soit une holding ou une filiale. Voilà, les entités vous vont donner cette même capacité. Et donc, c'est important de le savoir. Et plus vous aurez aussi d'historique et plus vous démarrez tôt sur une entité juridique, plus ce sera facile, dans un second temps, d'obtenir des visas, de convaincre des gens de vous rejoindre, etc. Donc, il faut trouver le bon moment pour le faire. Trop tôt, c'est le risque que ça coûte un peu cher en formalité, en temps passé, et ça peut être contre-productif. Mais si vous le faites un peu trop tard, si le business est déjà lancé, il faut le faire un peu dans l'urgence, et vous pouvez avoir raté aussi des opportunités. On a beaucoup cette question du timing, du flip, de la part des entrepreneurs, parce que ça peut prendre du temps, ça peut être très cher. Et donc, parfois, il n'y a pas le choix en fait, de faire le flip, parce que si vous êtes accepté, par exemple, à un accélérateur du type YC, Entrepreneur First, ils vont vous obliger à faire le flip. Donc là, en fait, vous ne posez pas forcément la question. Mais si vous êtes en dehors d'un accélérateur qui vous oblige à faire le flip, vous avez, comme le dit Baptiste, un petit peu de traction aux États-Unis. Vous posez la question, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais plus tard? Et donc, en général, si vous êtes certain que vous souhaitez lever des fonds avec des VC US, faire un exit à la fin aux États-Unis, vous avez déjà un peu de traction, c'est bien en général de le faire plus tôt que plus tard, parce qu'en fait, le plus de personnes vous allez avoir dans votre cap table, donc des investisseurs, des titulaires de BSPCE, BSA, etc.,
le plus, en fait, ça va prendre du temps pour faire le flip et on va se poser des questions aussi au niveau de la fiscalité, etc. Donc, ça va complexifier l'opération et ça va coûter plus cher. Mais en même temps, on a aussi des startups qui ne sont pas sûres de vouloir faire ce flip ou pas. Et donc, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup d'attendre en fait l'opportunité d'avoir une term sheet d'un VC américain qui requiert à ce que le flip soit fait avant d'investir. Et dans ce cas-là, dans la term sheet, vous aurez comme condition préalable la réalisation du flip pour qu'il y ait le closing de la levée. Et au moins, vous êtes sûr que le flip déjà est requis par l'investisseur. Donc, vous ne le faites pas pour rien. Et ensuite, vous avez l'argent de l'investisseur US avec le closing pour payer aussi les frais du flip. Donc, on a aussi des entrepreneurs qui attendent un petit peu, s'ils ne sont pas certains, l'opportunité d'avoir la term sheet avec le VC pour faire le flip. Et derrière, Sarah, nous, du point de vue de ce qu'on peut, de comment on va financer la filiale française, qu'est-ce qu'il y a des enjeux à anticiper avant de cette installation aux US? Du point de vue du financement non dilutif en France, pour le coup, ce qu'il faut avoir en tête et bien anticiper, ça va être la réalité de la répartition en fait, des rôles et des dépenses entre les deux structures, donc la holding US et la filiale française ou l'inverse, parce qu'en fonction de ça vont découler différents scénarios, différentes roadmaps, différents dispositifs, différentes dépenses à faire financer. Et donc, c'est important d'avoir ces idées-là claires dès le début, parce qu'on ne va pas expliquer de la même manière, en fait, qu'on ait en fait deux structures opérationnelles, une en France et une aux États-Unis, avec potentiellement deux équipes R&D, donc de l'IP qui va être généré des deux côtés, etc. De la même manière que si on a simplement une holding US qui va être un véhicule d'investissement, un véhicule purement financier, dans lequel ensuite on va redescendre les fonds en France pour la R&D, pour les opérations. Donc il faut bien répartir ces éléments-là à l'avance et que ce soit aussi bien les rôles que les dépenses pures et dures entre les deux structures et être transparent avec les financeurs par rapport à ça. Et l'autre point pour lequel on voit aussi pas mal d'écueils ou en tout cas d'erreurs qui peuvent être faites parce qu'on n'y pense pas forcément, c'est un statut qui s'appelle le statut jeune entreprise innovante qui, lui, va permettre en fait d'avoir accès à une exonération de charges patronales sur votre équipe technique. Donc, mine de rien, c'est pas négligeable parce que mois après mois, vous avez un impact de trésorerie quand même assez important parce qu'au lieu de payer environ 40% de charges patronales, on descend autour de 20%, donc c'est non négligeable. Cependant, un des critères de ce statut, donc ce statut français, c'est d'avoir une activité nouvelle. Donc, qui dit activité nouvelle dit qu'on doit justifier que jusqu'à maintenant, cette activité n'existait pas dans une autre structure, n'a pas été issue d'une restructuration, d'une fusion, qu'il n'y a pas eu d'activité commerciale en lien avec cette activité, ni de travaux de R&D trop avancés. Et donc, cet élément de nouveauté doit se justifier aussi par rapport aux dates de création des deux entités. Bien sûr, si on effectue un flip, à ce moment-là, la structure française a l'antériorité. Donc, voilà, on a une structure française qui passe 100% filiale d'une holding américaine. À ce moment-là, on a l'entité parce qu'on a la nouveauté, l'élément de nouveauté, parce que l'antériorité est sur la structure française. Par contre, on a des cas aussi où des entrepreneurs vont créer la holding en premier. Jade, tu évoquais le Y Combinator notamment. Il y a des cas où ça va très vite et du coup, la holding est créée en premier. Auquel cas, s'il se passe trop de temps entre la création de la holding et la création de la filiale française, ça peut être beaucoup plus compliqué à justifier. Nous, ce qu'on préconise dans les cas où c'est possible, c'est de créer les deux en même temps. Alors, ce ne sera jamais le même jour exactement où les deux entités seront créées, mais il y a une tolérance en termes de nombre de semaines et de mois, tant qu'il n'y a pas eu d'activité vraiment ou une durée très, très importante qui se compte en plusieurs mois ou années, ça se justifie bien. Donc, il faut l'avoir en tête. Et pareil, de la même manière sur le schéma de détention, par rapport au statut IGUI, un deuxième critère va être en lien avec la détention capitalistique et le fait que la société va être détenue à plus de 50% par des personnes physiques ou des investisseurs. Et un des schémas qu'on a vu être refusé par le passé est lorsqu'on rajoute en fait une couche de détention via les holdings personnels des dirigeants, c'est-à-dire que au lieu d'avoir donc la société US qui détient à 100% la société française, on a la société, on a les holdings personnels, donc une société unipersonnelle des dirigeants qui détiennent la société US, qui elle-même détient la société française. Et donc, ce schéma en cascade, il va être refusé du point de vue
du critère GUI. Donc, il faut aussi l'anticiper parce que généralement, on voit que les dirigeants vont souvent détenir leur part via des holdings. Donc, si c'est le cas, il faut le savoir par rapport à ce statut-là parce que c'est quand même 8 ans d'exonération de charges patronales sur l'équipe R&D. Donc, c'est pas négligeable. Donc, c'est les 2 principaux points avant de se lancer. Je voulais revenir aussi sur un petit point. Là, on va beaucoup parler de juridique, de fiscalité, d'administratif, mais le lancement aux US, ça implique aussi la dimension personnelle et humaine, familiale, etc. de l'entrepreneur, où moi, je vois souvent des clients qui ouvrent une filiale ou même parfois on fait un flip, mais derrière, ont juste gardé cette entité un peu vide, ont essayé d'embaucher sur place sans eux-mêmes s'impliquer ou aller aux États-Unis. Et en fait, les succès sont assez rares sur ce modèle-là. Il faut quand même avoir en tête que lancer le marché américain, c'est un job à plein temps et qu'en général, il faut qu'un des membres de l'équipe dirigeante ou cofondateur ou quelqu'un qui porte le projet depuis longtemps aille prendre son bâton de pèlerin et aille sur place un temps significatif, au moins pour lancer la machine. Et c'est à ça que les accélérateurs comme Y Combinator, Entrepreneur First et autres permettent une première acclimatation au marché américain, de bien comprendre les enjeux. Et ce n'est pas non plus un passage obligé. On voit des boîtes qui ont levé en France, en Europe, les premiers tours, qui attirent des investisseurs américains plus tard dans l'aventure, voire même depuis leurs implantations en France ou en Europe. Les fonds américains sont présents. C'est sur du early stage, pour du business angels et pour un certain moment de l'aventure. Ça peut être une manière d'y arriver. Mais il y a autant de parcours qu'il y a de boîtes et on ne peut pas forcément considérer que le flip va permettre de lever des fonds. C'est plutôt l'inverse. On trouve les investisseurs, comme disait Jade, et ensuite on met en place le bon dispositif. Et côté juridique, c'est possible de créer la boîte en étant à l'étranger. C'est possible d'ouvrir le compte bancaire en étant à l'étranger. Ce n'est pas un souci d'être associé, directeur, officer d'une boîte américaine en étant résident en dehors des États-Unis. Mais comme le dit Baptiste, sur le côté business, ce n'est pas parce qu'une boîte américaine est créée que tout de suite, vous allez avoir des clients aux États-Unis et lever des fonds ici. Il va falloir en effet un moment qu'il y ait quelqu'un de votre équipe qui vient, ou vous venez, ou vous faites des déplacements assez réguliers pour développer le business. Sachant qu'aussi, pour compléter, les investisseurs américains apprécient énormément et requièrent un contact direct avec les fondateurs. Vous ne pourrez pas utiliser un leveur de fonds ou un intermédiaire pour séduire des Américains et encore plus en early stage. Donc, il faut vraiment montrer de la présence sur place. Ouais, ils veulent venir toucher le produit, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, on est un peu à la phase où on s'est dit, OK, on va aux US. OK, on voit comment on va y aller. Et concrètement, comment ça se passe? Comment on va faire pour ne pas flipper du flip, Jade? Alors, bon jeu de mots. Pour raconter un petit peu donc, comment s'organise le flip, donc on a une situation initiale où vous avez votre boîte française et vous avez dans la boîte française les fondateurs qui ont des actions et parfois vous avez déjà des investisseurs qui ont levé dans la boîte française en BSR ou peut-être en actions préférentielles et vous avez aussi peut-être intéressé au capital votre équipe, vos salariés, vos prestataires avec des BSA, des BSPCE par exemple. Ça, c'est la structure initiale. Et post-flip, on arrive en fait à une structure où toutes ces personnes-là gardent la même détention qu'ils avaient dans la boîte française, mais plutôt que de l'avoir dans la boîte française, ils l'ont dans une boîte américaine qui elle-même détient 100% de la boîte française. Donc, comment on arrive en fait à ce schéma 1 au schéma numéro 2 ? Si jamais vous êtes associé de la boîte française, donc vous avez des actions, que ce soit des actions ordinaires ou des actions de préférence, en fait, vous allez apporter ces actions à une boîte américaine qu'on va créer. Et donc, la boîte américaine va devenir associée de la boîte française parce que c'est elle qui va détenir les actions. Et en échange de cet apport d'actions, vous allez recevoir des nouvelles actions qui vont être mises dans la boîte américaine. C'est comme ça qu'on arrive à ce schéma-là. Pour les investisseurs qui ont investi en BSR, donc on a la question si le flip est possible dans ce cas-là, et c'est possible. Il y a différents scénarios qu'il va falloir voir en fonction de votre situation. Soit les BSR, ils vont être exercés avant le flip, et donc les titulaires de BSR vont avoir des actions et après, ils vont les apporter avec les autres associés. Soit les BSR sont transformés, je dirais, en safe. En fait, il y a une sorte de novation où on va changer le débiteur et on va transformer le contrat de BSR en contrat de safe.
ce qui fait qu'il n'y a plus de BSR ensuite qui existe au niveau de la boîte française, mais il y a des contrats de safe avec ces investisseurs dans la boîte américaine. Soit, comme on fait parfois pour des BSR, on met en place ce qu'on appelle un deferred exchange. En fait, on garde les titulaires de BSR dans la filiale française et le jour où il y aura en fait un événement déclencheur dans la boîte américaine, donc une levée de fonds dans la boîte américaine, les titulaires de BSR à ce moment-là vont exercer leur BSR, avoir des actions dans la boîte française et en fait, ils feront l'apport à ce moment-là. Donc, en fait, on décale l'apport à plus tard plutôt que de le faire au moment du flip. Donc, ça, c'est ce qui se passe en général au niveau des titulaires de BSR. Et après, pareil, tout ce qui est titulaire de BSPCE, BSA, c'est la même chose. C'est soit, en fait, on les exerce et ils les apportent, soit on reporte à plus tard l'apport de leur action en exercice, soit parfois on les annule, même ces BSPCE et BSA, et on leur donne des nouvelles stock options par la boîte américaine, parce que parfois, en fait, ça peut être plus intéressant au niveau valo de les annuler tout simplement pour émettre des nouvelles stock options de la boîte américaine qui auront un prix d'exercice, une valo qui est plus basse et donc plus intéressant pour ces bénéficiaires. Vas-y, Baptiste. Oui, non, pardon. Je voulais enchaîner sur la partie, on va dire, plus financière et qui suit l'incorporation juridique. Il faut savoir que, voilà, une fois que vous avez obtenu votre certificat d'incorporation, en général au Delaware, c'est là qu'on fait la plupart de ces incorporations et enregistrements. On doit ensuite avoir un numéro fiscal qu'on obtient auprès de l'IAES qui s'appelle le numéro EIN, qui est le pendant pour les entreprises du numéro de Social Security Number pour les particuliers, qui fait office à la fois de numéro fiscal et de référence pour la société comme pour les individus. Même si on peut l'obtenir à distance, parfois quand on n'est pas soi-même déjà résident aux États-Unis, on peut faciliter l'obtention de numéro qui est un peu le passage obligé pour derrière aller ouvrir un compte bancaire et paramétrer par exemple la paye pour ceux qui auront des embauches à faire directement aux États-Unis. Donc ça, c'est une des choses à faire juste après son incorporation et en termes de formalité qui est importante. Ouvrir un compte bancaire, c'est aussi évidemment un passage obligé, surtout dans un flip, on va lever des fonds, donc on va pouvoir les récupérer. La bonne nouvelle, c'est que des équivalents à Conto aux US, il y en a plusieurs, et notamment des banques en ligne du type Mercury ou Brex, qui permettent d'ouvrir ces comptes en quelques jours, si ce n'est même dans la journée. La difficulté principale qu'ont nos clients, c'est que les banques, même les banques en ligne, demandent une adresse physique. Et le petit truc à savoir, c'est que l'adresse physique, elle peut être n'importe où dans le monde. Il faut juste avoir le bon justificatif, mais ça peut être le domicile du dirigeant avec sa quittance EDF française. Ça passe beaucoup mieux qu'une adresse virtuelle dans un WeWork aux États-Unis où ils détectent dans les bases de données que c'est un peu du coworking ou du virtuel. Donc, mais voilà, c'est le genre de petites choses qu'il faut savoir, mais tout ça se fait assez rapidement. La partie juridique, alors Jade pourra compléter, mais les formalités au Delaware en tant que telles sont plutôt rapides par rapport à ce qu'on connaît au greffe en France. Et vous avez très rapidement une entité et un compte bancaire. Ce qui prend plus de temps, en revanche, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est la partie RH, où là, les embauches, les couvertures médicales, les couvertures retraite, etc., ça, on parle plutôt de semaines, voire de 1 à 2 mois. Et ça s'anticipe, de même qu'un visa prendra derrière 3 à 6 mois. Mais sur le setup initial qui vous permet de démarrer votre activité, recevoir des fonds et facturer des clients, c'est plutôt rapide. Et pour compléter sur le non dilutif, le principal point, une fois qu'on prend cette décision et qu'on incorpore cette structure aux États-Unis, du point de vue des financeurs, donc non dilutif, ça va être vraiment la transparence. Parce que dans tous les cas, c'est-à-dire qu'on ait déjà une aide en cours qui a déjà été contractualisée ou pas, il faut les en tenir informés parce que ça peut avoir des répercussions. On en reviendra en détail après, mais globalement, quand on a une aide par un financeur public, que ce soit la région, BPI ou autre, il y a des clauses dans les contrats qui stipulent qu'on doit tenir informé le financeur de tout changement capitalistique. Donc, ça en fait partie.
généralement, on l'explique parce que quand on a ces changements qui apparaissent, à moins qu'il y ait des gros changements de gouvernance, de stratégie, ça ne va pas forcément directement impacter les financements, mais on se doit de les en informer. Et de la même manière que si on n'a pas du tout d'aide en cours, si on a prévu en tout cas d'aller les solliciter un moment, il faut qu'on les en informe parce que ça va avoir un impact sur peut-être les dispositifs qui vont nous ouvrir, les durées de traitement des dossiers, etc. Donc, c'est important d'être très transparent avec eux sur ce sujet-là. Et je voulais aussi Ah, vas-y. Vas-y. De toute façon, c'est en lien avec la question, je pense que tu voulais poser, mais c'était une petite autre remarque. C'est qu'en fait, aux États-Unis, j'ai parlé du Delaware. Il faut savoir que c'est un État fédéral. Donc, vous aurez autant de règles fiscales et sociales quasiment que d'États. Alors, évidemment, il y a des similarités, mais voilà, ça reste un pays dans lequel il y a le niveau fédéral du point de vue fiscal avec l'IRS. Et ensuite, chaque État va avoir de la fiscalité locale sur les revenus, sur les ventes, etc. Et en matière sociale, c'est un petit peu pareil. La gestion des congés, des minimums conventionnels, etc. Tout ça se gère au niveau des États. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un État initial où on incorpore sa société. Mais ensuite, quand on commence à faire du business ou à recruter ou à avoir des clients, etc., on va être amené à s'enregistrer dans les autres États, voilà, typiquement New York, Californie, Floride, etc., Texas, les États les plus fréquents, voilà, arrivent ensuite. Et donc, c'est bien à prendre en compte dans sa stratégie parce que, mine de rien, gérer ces obligations-là dans plusieurs États, on sait faire, mais ça coûte toujours un peu plus cher et ça amène son lot de complexité. Voilà, donc les Américains ont certes un grand marché avec beaucoup de consommateurs, d'investisseurs, mais aussi une complexité derrière administrative à ne pas négliger. Donc voilà, à garder en tête quand on pose souvent la question de où s'implanter. On s'implante d'abord là où on a voilà, un écosystème de talents, de partenaires, de clients, etc. Mais ne pas non plus se disperser, surtout dans les premières étapes, pour ne pas se rajouter tout un tas de contraintes. C'est ça, parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, ils veulent échapper à la fiscalité de certains États en disant oui, mais pourquoi on incorpore la boîte au Delaware et pas forcément en Floride ou au Texas, dans un État où peut-être il y a moins de taxes, j'ai entendu dire. Et Delaware C Corp, en général, c'est toujours la réponse et c'est obligatoire lorsque vous voulez passer par le système de levée des fonds aux États-Unis avec des VC. Et ce n'est pas qu'une question de fiscalité, c'est parce que la majeure partie des sociétés, en fait, sont des Delaware C Corp. Donc, en fait, vu que c'est un pays de common law aussi, les États-Unis, ce n'est pas un pays de civil law comme en France. Tout ce qui est le droit, en fait, est basé sur la case law. Et donc, il y a tellement de boîtes incorporées au Delaware qu'il y a aussi une certaine sécurité juridique. On sait, en fait, quelle est la loi. Et aussi, les juges, ils sont habitués à avoir beaucoup de sociétés. Donc, ils ont vraiment une expertise en droit des sociétés, etc. Ce que aiment aussi les investisseurs. Donc, en général, il ne faut pas vraiment se poser la question, c'est Delaware C Corp. Et comme l'a dit Baptiste, ça reste un État fédéral. Donc, après, le business, personne ne fait du business au Delaware. Quand vous allez avoir votre équipe ou vos bureaux, ce ne sera pas au Delaware, ce sera dans d'autres États. Et à ce moment-là, il faudra peut-être en effet s'enregistrer pour faire du business et vous paierez des taxes de toute façon dans les États où vous faites le business, peu importe où vous êtes incorporé aux États-Unis. Ok. Et ça veut dire que tu auras des filiales dans chaque État ou ça sera une seule filiale? Non, c'est un enregistrement, c'est ce qu'on appelle Foreign Qualification. Mais ce n'est pas une société que tu vas créer dans chaque État où tu fais du business, heureusement, sinon il y aurait beaucoup de sociétés. Donc depuis qu'Elon Musk a râlé contre le Delaware, ça reste quand même le meilleur État. Oui, j'ai aussi ce commentaire souvent, ouais, ça reste. Oui. Disons que les problématiques d'Elon Musk ne sont pas celles du commun des startups qui démarrent aux US. Donc, voilà. Mais il y a des modes comme ça où il y a des boîtes qui vont plus au Texas ou dans d'autres en Floride, selon les secteurs d'activité, etc. Mais voilà, le Delaware reste le cas pour le passage le plus simple. Ça permet aussi pour des gens comme nous d'avoir une certaine répétition des process, des formalités à faire dans ces États qui sont toujours un peu les mêmes. Donc, on connaît à l'avance les délais, ce qu'ils vont demander, etc. Donc, l'exception, ce sont des gens qui habitent déjà aux États-Unis, qui lancent
leur petit business, eux, vont plutôt le créer dans l'État dans lequel ils résident pour des questions de simplicité, mais pour des entrepreneurs internationaux dans la tech, etc., il n'y a pas trop de questions à se poser sur le Delaware. Et ça ne fait pas si peur que ça aux institutions financières, même françaises ou autres. Ce n'est pas vraiment un paradis fiscal, c'est plus que le nom des actionnaires n'est pas public. Donc, il y a effectivement des gens qui détournent ça, mais voilà, il y a tellement de volume d'affaires et de boîtes incorporées là-bas que voilà, on est loin des îles Caïmans ou d'autres endroits plus sulfureux. Ok. De toute façon, ce n'est pas sur des listes noires. Non, du tout. Non, ça n'a jamais posé de problème. Enfin, les États-Unis en tant que tels peuvent être un repoussoir pour certains assureurs ou certaines banques non américaines qui voient ça d'un mauvais œil vu les obligations déclaratives ou le côté intrusif de l'administration américaine. Mais ça, quel que soit l'endroit qu'on a choisi aux États-Unis, ce sera la même chose. Et nous, on voit beaucoup de startups qui ont la topco aux États-Unis, mais elles vont quand même lever des fonds avec des investisseurs européens. Même des investisseurs qui eux-mêmes ont l'EIT, par exemple, derrière eux. Donc, ce n'est pas du tout un problème ou un point bloquant. Là, nous, avec Charson Capital, on a investi plusieurs fois sur quelques boîtes qu'on accompagne qui sont passées par YC. Ok, donc là, on voit à peu près le schéma de on a créé la boîte, elle fonctionne, enfin, elle est enregistrée, on a les statuts, on a ouvert le compte en banque. Qu'est-ce qui se passe par la suite peut-être Sarah, comment on profite du meilleur des deux mondes, si je puis dire, entre la France et les US pour activer les financements? Mais une fois que tout ça est fait, on doit financer les opérations en France. Généralement, il y a donc ces éléments-là. Pour faire ça, il y a différents cas de figure qu'on doit anticiper pour les financeurs donc non dilutifs. Toujours, on cite BPI, mais c'est aussi bien la région, l'ADEME, tout type de financeurs du point de vue non dilutif, vont privilégier en fait de redescendre l'argent de la structure américaine vers la structure française sous une certaine forme, donc sous une certaine forme et d'une certaine manière. Donc je m'explique, d'une certaine manière, c'est-à-dire que ils vont vouloir attester d'un certain niveau de fonds propres et d'un certain niveau de trésorerie à un instant T, et donc il faut privilégier en fait de redescendre le cash plutôt en batch qu'au fil de l'eau, donc privilégier de redescendre sur un montant levé, soit une partie, soit la totalité, en un batch, plutôt qu'en fait faire des virements, on va dire, tous les mois de la topco vers la filiale pour financer les activités, parce que ça empêche en fait d'attester ce niveau de fonds propres et de trésorerie en instant T, qui en fait est la base de l'étude d'un dossier pour les financeurs, parce qu'en fait, ils viennent financer un budget de dépenses et ils viennent faire effet de levier sur ce niveau de fonds propres. Donc ça, c'est le premier point. Et après, il y a aussi la façon dont on descend ces fonds-là. Il y a différents cas possibles. Donc, il y a le premier, c'est vraiment de faire une augmentation de capital, donc vraiment une descente de l'argent en equity. Donc, ça nécessite une assemblée générale et on réinjecte les parts directement dans la structure française, les fonds. Et le deuxième, ça va être de transférer en fait ces fonds-là sous forme de compte courant d'associés. Et là, le choix de l'un ou de l'autre, il n'y a pas de règle ultime. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du chargé d'affaires, de la roadmap, de la société, de son stade de maturité, de son equity story. Ça dépend des financements qu'elle veut solliciter derrière. Ça dépend aussi du niveau, en fait, on va dire technologique de la société, parce que ça donne accès à différents financements aussi. Mais on voit qu'en fonction de ces cas-là, on peut, enfin, quand je dis on, c'est les financeurs, orienter l'entrepreneur vers une descente des fonds en compte courant d'associés, avec certaines conditions parfois, parce qu'ils vont demander à signer des attestations de blocage pour montrer en fait que l'argent va rester sur ces comptes courants d'associés sur la durée du programme de R&D qu'on fait financer. Ou alors, à l'inverse, parfois, ils vont demander purement de l'equity, donc une augmentation de capital. Donc ça, dans tous les cas, c'est mieux de le valider en amont du financement avec le chargé d'affaires, parce qu'il y a quand même un des deux dispositifs qui est moins contraignant, on va dire, juridiquement et en termes du point de vue monétaire, qui sont les comptes courants d'associés. Mais voilà, il faut que ce soit validé en amont. Donc, il ne faut pas prendre les devants par rapport à ça. Il faut vraiment le valider en amont par rapport à chaque cas de figure avec votre chargé d'affaires côté financeur. Et sur cette base du niveau de fonds propres, là, si on reste dans le après, donc la boîte qui prospère et qui continue ses activités, il y a toujours un sujet sur ce niveau des capitaux propres que là, pour le coup, les entrepreneurs peuvent moins avoir en tête parfois, parce que ça n'intervient pas au tout début de la vie d'une boîte. C'est plutôt à partir de 3 ans que
que ce critère va être analysé, c'est le critère d'entreprise en difficulté. Donc, pour de manière succincte expliquer, ça va être un ratio financier, donc calculé par les financeurs, BPI et autres, qui permet en fait de définir si la société peut être financée par eux. Et en fait, l'idée, c'est de voir est-ce que, je résume parce que le calcul, il y a différents termes derrière, mais est-ce que les pertes de la société vont être supérieures, parce que généralement, quand on est une startup, on ne fait pas de bénéfices au début, donc ça va être des pertes. Est-ce que ces pertes vont être supérieures à la moitié des fonds propres de l'entreprise? Si c'est le cas, on va dire que les ratios, le feu est vert. Si ce n'est pas le cas, on va être catégorisé comme entreprise en difficulté. Et là, pour le coup, on a un no-go donc pour les financeurs parce que voilà, on va pas pouvoir accéder à d'autres financements derrière. Et il faut l'avoir en tête déjà pour le surveiller entre guillemets dès la 3e année, mais voilà, dès le début en fait de la vie de la société, et l'anticiper parce qu'il y a aussi des mouvements comptables qui sont possibles pour en sortir. On va dire c'est pas un point de non-retour, mais voilà, il y a quand même un sujet avec les fonds propres derrière. Si on atteint un niveau trop bas, après ça devient compliqué même avec le mouvement comptable d'en sortir, mais ça peut être anticipé et il faut le savoir. Donc ça, c'est quand même un point important qui fait que parfois on passe à côté de ces dispositifs-là. Et vu que les financeurs vont vraiment regarder l'état financier à chaque exercice fiscal, il faut quand même l'anticiper au moment de la déclaration fiscale, ou alors ça nécessitera une AG pour modifier ces éléments-là. Donc, c'est vraiment les points clés que je voulais citer par rapport après du point de vue du non dilutif pour ces schémas-là, Topco US et filiale française. Et j'ai une question là-dessus. Est-ce que le fait que justement qu'il y ait une société mère aux US, il y a certains types de financements qui sont plus accessibles ou qui restent accessibles via BPI? Ouais. Oui, alors il n'y a jamais de règles gravées dans le marbre. On va rarement voir un cahier de charge d'un dispositif ou un financeur qui va nous dire c'est un no-go si on est une filiale étrangère. Donc, je parle US, mais ça concerne, on va dire, n'importe quelle filiale, enfin, quel topco autre que US. Par contre, ça peut en fait se jouer à ça sur des concours ou des appels à projets très compétitifs, dans le sens où parfois, voilà, on va à 2 dossiers similaires ou 2 dossiers, on va dire, de même niveau. Si l'un a un schéma de détention via une topco US et l'autre non, peut-être que ça se jouera à ça. Alors, on n'aura peut-être pas l'argument, on va dire, noir sur blanc que c'était ça, mais ça peut avoir un impact derrière. Mais on a aussi très bien vu, nous, en ayant accompagné notamment l'année dernière sur un gros appel à projet, une société avec une topco US qui a obtenu, qui était une des rares lauréates et qui a obtenu un montant assez conséquent de subventions. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de règle, mais le point vraiment clé, c'est de valider ça quand même en amont, que ce soit avec le responsable de l'appel à projet, le chargé d'affaires, pour, si ce n'est que prendre la température, voir aussi le niveau de compétitivité sur le dispositif en question et se lancer derrière ou pas. Merci. Baptiste, une fois qu'on est aux US, qu'on a la boîte qui tourne, qu'est-ce qui se passe passer Pour faire la transition quand on est dans ce double setup présence France et US, comme on l'a déjà mentionné, il y a l'enjeu des transferts de cash. Alors, il y a effectivement la stratégie à avoir du point de vue des financements, notamment avec la BPI. Mais au-delà de ça, il faut pas. On a souvent la question d'entrepreneurs qui nous disent est-ce qu'il faut faire des factures ou comment ça se passe? Est-ce que j'ai le droit d'envoyer de l'argent? Donc la réponse, c'est oui. Le formalisme vient souvent après, même si c'est bien d'y penser assez tôt et de ne pas laisser non plus traîner éternellement. Mais c'est au moment des clôtures annuelles ou clôtures fiscales que l'on doit réellement avoir acté d'un schéma soit de prix de transfert, avoir une convention de trésorerie, etc. Bref, les dispositifs qui permettent de faire interagir les deux entités l'une avec l'autre dans les règles. Mais si vous avez des besoins opérationnels pour payer des gens ou faire tourner la boîte, du moment que l'une est filiale à 100% de l'autre, vous êtes de toute façon, en règle générale, dirigeant des deux sociétés ou via l'équipe en place. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin de plus de formalités que ça pour envoyer du cash. Ensuite, et là, on revient sur
ce que disait Sarah, on va avoir des avances en compte courant, on va avoir potentiellement une convention qui va définir un taux d'intérêt sur l'argent prêté par une entité à une autre, et voilà, certains dispositifs pour encadrer ça, mais ça peut se faire dans un second temps. Même chose sur ce qu'on appelle transfer pricing ou prix de transfert en français, c'est le fait que bien souvent, on va avoir de manière classique une équipe tech ou R&D, souvent en France, pour bénéficier à la fois des financements des pays, mais aussi du coût plus faible des ingénieurs français, et ce qu'on oublie souvent, de leur fidélité plus élevée que ce qu'on constate aux États-Unis, où les gens sont beaucoup plus dans une approche de mercenaires à quitter une boîte du jour au lendemain avec des durées de préavis de 2 semaines et donc une forte instabilité des équipes, surtout dans des domaines compétitifs comme la tech. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour garder son équipe de développement en France. Et de l'autre côté, en général, on essaye d'attaquer le marché américain avec des fonctions plus marketing, biz-dev, etc. Et donc, on se retrouve à avoir potentiellement des ressources distinctes sur chaque entité, le besoin de se refacturer l'une ou l'autre, et même chose au niveau du chiffre d'affaires. On peut le localiser à 100% d'un côté ou de l'autre, ou le répartir entre la France et les États-Unis. Et donc, sans rentrer trop dans le détail, mais il y a différents schémas de fonctionnement pour équilibrer ces flux et faire en sorte qu'à la fois d'un point de vue fiscal et juridique et même de bonne gestion, chaque entité récupère sa part et qu'on équilibre ses mouvements. Donc ça se met en place soit avec des comptables ou des avocats, mais en général, le conseil que je donne, c'est d'avoir un petit peu de recul sur ces opérations sur la première année, surtout dans des startups qui peuvent évoluer rapidement, pivoter. On va rechercher une stabilité en matière fiscale d'une année sur l'autre sur ce genre de dispositif. Donc, c'est bien de l'avoir en tête, de savoir que ça doit se mettre en place à un moment donné, mais aussi de se donner l'occasion de gérer sa boîte et ensuite d'avoir le bon dispositif qui correspond à la réalité. Donc ça, en termes de collaboration entre deux entités. Un point aussi financier, c'est la partie, on va dire, consolidation. Dans des startups comme ça, en early stage, il n'y a pas d'obligation de conso, il n'y a pas d'auditeur aux États-Unis, et les seuils maintenant en France font qu'il n'y a pas non plus d'obligation, si ce n'est éventuellement dans un pack d'actionnaires pour des boîtes plus avancées, où de toute façon les investisseurs peuvent demander à ce que vous soyez audité. Mais avant d'en arriver là, l'important, c'est surtout de tenir ses comptabilités, de remplir ses obligations dans chaque pays, et pour soi, en tant que dirigeant vis-à-vis de ses actionnaires, d'avoir la vision d'ensemble, ce qu'on appelle la consolidation, mais c'est un mot qui peut faire peur. C'est surtout l'agrégation des flux français et américains pour bien comprendre ce qui se passe au global. Sachant que ça peut être requis dans le cadre de valorisation pour notamment tout ce qui est stock options ou distribution d'actions, etc. Les tiers vont vous demander le compte de résultat ou le bilan global de la société au sens du groupe, et pas juste France et US. Alors qu'à l'inverse, comme on l'a déjà évoqué, la BPI va avoir une approche franco-française et ne va s'intéresser que à ce qui se passe en France, ce qui peut être très frustrant parfois. Vous pouvez avoir beaucoup de succès aux US, mais eux seront focalisés sur le cash et le chiffre d'affaires et les fonds propres de l'entité juridique française. Donc ça peut être un avantage ou un inconvénient selon les cas. Mais donc il faut pouvoir jongler entre les différents besoins de part et d'autre. Et Jade, je sais qu'il peut y avoir aussi les enjeux de gestion d'IP. Ouais, un autre point aussi à voir, donc à gérer entre les deux boîtes, c'est savoir quelle boîte va détenir l'IP. Donc souvent, c'est vrai que quand il y a la boîte française qui a la R&D, qui a l'équipe basée en France, qui développe la R&D, souvent c'est la filiale française qui détient l'IP. C'est pas un problème au niveau de la Topco pour lever des fonds. Tant que la filiale elle est détenue à 100%, ça va pas bloquer les investisseurs en règle générale d'investir dans la boîte américaine, même si c'est la filiale qui a l'IP et pas la boîte américaine. Et donc, si la boîte américaine aussi, c'est pas juste une holding, donc une société qui a uniquement vocation à détenir les actions de la française, mais c'est aussi une société opérationnelle qui fait du business, qui va facturer des clients, il faudra aussi du coup se poser la question de mettre en place une licence d'IP, parce que si c'est la boîte française qui est propriétaire de l'IP,
La boîte américaine l'utilise aussi. Il faut qu'elle ait les droits de l'utiliser. Donc, il faut aussi normalement une licence. Ouais. Et après, forcément, pareil, si la boîte américaine est opérationnelle, comme pour la boîte française, il faudra mettre en place tout ce qui est conditions générales avec les clients, la charte des données perso, voire pour protéger l'IP, comme vous avez fait en fait pour la boîte française, mais au niveau de la boîte américaine. Et peut-être pour compléter par rapport à l'IP et le point de vue des financeurs, notamment BPI et autres, si c'est l'inverse, si on a l'IP qui est détenu justement par la holding, ça peut aussi bien fonctionner pour certains dispositifs. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que quand on est sur des aides très R&D, c'est-à-dire sur des technologies de rupture avec, voilà, on va dire un aspect critique de la technologie développée, on a déjà eu le cas de demandes d'accord en fait de transfert d'IP sur la durée du programme qu'on fait financer par BPI ou autre. Donc, c'est aussi du cas par cas finalement. Ça dépend du dispositif et vraiment de la société et de sa R&D, quoi. Et globalement, il y a un enjeu pour, en termes de financement et d'aide publique, à ce que ces aides elles viennent développer et créer de la valeur sur la France. C'est l'enjeu d'ailleurs, c'est d'attirer et donc de voir au travers de cette IP, est-ce que voilà, tout ce qu'on développe va bien créer de la richesse en France, au-delà de l'emploi, puisqu'il y a forcément de la R&D, donc des salariés qui vont la développer. Mais c'est aussi un bon levier, au final, pour attirer de l'investissement sur la France, via au travers de la Topco, qui redescend en cascade et qui vient nourrir l'écosystème français. Donc, on a parlé pendant, on a parlé avant, on a parlé une fois que ça roule. Alors, j'ai quelques questions aussi que j'ai récupérées par ailleurs. On peut peut-être les partager, puis comme ça nous permettra d'arriver à la conclusion du webinaire. Tiens, peut-être, même si c'est triste, qu'est-ce qui se passe si au final on veut repartir des US? Est-ce que c'est compliqué de fermer ou de se déflipper, Jade? Ouais, j'ai beaucoup cette question parce qu'on a des entrepreneurs, par exemple, qui vont rejoindre YC ou un autre accélérateur. Donc, ils sont obligés de faire le flip, ils ne se posent pas vraiment la question. Mais il s'avère que l'intégralité du business est en France, ils n'ont pas de business aux États-Unis. Avoir les deux structures, ça veut dire plus de coûts. Se poser la question, comme on a vu, de la gestion des flux financiers entre les deux boîtes et du reste, etc. Donc, ils disent, est-ce que c'est possible, en fait, de revenir à la case départ où on revient en arrière et j'ai soit que ma boîte française, soit, pourquoi pas, ma boîte française, mais la boîte américaine est une filiale de la française et non pas la Topco. Parce qu'ils lèvent, par exemple, des fonds vraiment avec que des investisseurs européens. Et donc, parfois, ils ont peut-être plus de problèmes à avoir la Topco US plutôt que d'avoir une filiale. Donc, la réponse, c'est possible, mais ce n'est pas simple. Parce que il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans la boîte en général à ce stade-là. Il y a beaucoup de gens en général autour de la cap table avec des investisseurs, l'équipe que vous avez intéressée au capital. Et donc, il va vraiment falloir se poser la question de la fiscalité de l'opération. Comment on fait pour la restructuration? Est-ce qu'on fait une fusion par absorption où la française va absorber l'américaine qui va disparaître? Est-ce qu'on fait un flip, mais dans l'autre sens, pour avoir la boîte américaine qui devient filiale et potentiellement après la dissoudre avec une TUP après le rétro-flip? Donc, c'est possible, mais c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de se poser toutes ces questions avant de faire le flip aux États-Unis. Et même, pareil, même si vous rejoignez un accélérateur du type YC ou autre, c'est bien de voir les conséquences long terme de rejoindre l'accélérateur, parce que c'est vrai que quand vous rejoignez l'accélérateur, vous avez un investissement tout de suite, donc vous ne posez peut-être pas forcément les questions long terme, mais c'est peut-être bien de voir quelles vont être les conséquences long terme d'avoir fait le flip, parce que ce n'est pas simple de revenir en arrière. Ce qui est relativement simple, c'est quand on a ouvert une filiale, si on a payé ses dettes et de redissoudre la société, ça, c'est plutôt facile. Il n'y a pas de process très compliqué. En revanche, passer par une procédure de faillite aux États-Unis vaut mieux éviter, même si la France n'a pas à rougir, les coûts là-bas auprès des avocats spécialisés ou tout ce que ça implique
est une expérience, heureusement, qu'on a peu vécue, mais l'aperçu qu'on en a eu est quand même compliqué. Donc, la plupart de nos clients ont essayé de fermer proprement, on va dire, leur structure américaine. Et dans ce cadre-là, si on a les moyens de le faire, ça se passe plutôt bien, modulo évidemment tous les aspects au niveau investisseur dont Jade vient de parler. Mais du point de vue business, si vous ne laissez pas d'ardoise aux US, on ne le reprochera pas. Et Baptiste, autre question, parce que tu le disais tout à l'heure, quand on va aux US, il vaut mieux s'y installer un peu sérieusement si on veut commencer à développer l'activité. Si on est dirigeant, comment on se rémunère? Quand on a une société américaine, en général, dans le contexte dont on parle, c'est une corporation. Et aux États-Unis, les dirigeants d'une corporation doivent être payés, doivent être salariés. Donc, ce qu'on appelle un W-2, c'est-à-dire la déclaration annuelle des salaires. Les dirigeants doivent être là-dessus, sachant en plus que l'histoire de la holding, on en a parlé. Si on a sa propre holding au-dessus de son entité américaine, ça nous disqualifie pour des aides potentiellement en France, en Europe. Donc, on évite, ça veut dire, ce schéma-là, et ça n'a pas de sens du point de vue fiscal américain. Ça n'apporte pas les mêmes avantages qu'en France. Donc, en règle générale, on devient salarié de l'entité américaine. Et voilà, au même titre que les autres salariés, ça donne aussi accès aux bénéfices que sont les assurances santé ou retraite, etc. Donc, c'est le schéma préférentiel. Certaines personnes, parfois, essayent de garder aussi une paye en France ou de cotiser à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, etc., pour ceux qui veulent continuer d'avoir une cotisation ou des couvertures en France. C'est plutôt le cas dans des boîtes, on va dire, un peu plus avancées, qui ont des services RH ou comptables internes et qui peuvent entre guillemets, se payer le luxe de gérer du multi-payroll et ce type de déclaration dans 2 pays à la fois. Dans des startups en démarrage, on fait des choses simples. Au même titre qu'on essaye d'avoir l'IP dans une entité et pas sur 2 à la fois, on essaye d'avoir son salaire dans l'entité, dans la zone géographique dans laquelle on est présent. Si on est aux US, payé en dollars sur l'entité américaine. Et sans parler des considérations de visa. Et ce n'est pas obligatoire d'être payé en dollars au moment d'obtention du visa et d'avoir son salaire aux US, mais au moment du renouvellement, c'est clairement un passage quasi obligé. En tout cas, ça permet de justifier de tout le dossier qu'on a soumis et de l'histoire qu'on a racontée. Donc voilà, en règle générale, c'est ce mode-là qui est privilégié. Okay. Après, si le fondateur il est basé en France, en règle générale, il se fait plutôt, et qu'il y a une filiale française, il se fait plutôt rémunérer par la filiale française en qualité de mandataire social de la filiale française. Oui, tout à fait. Je parlais du cas de la personne qui est partie s'installer aux US. Ouais. Top. Alors, j'ai une dernière question et puis après, on pourra conclure. Alors, j'en ai 2 autres qui viennent d'arriver. Alors, comme c'est encore sur le dirigeant, j'en profite. C'est est-ce que la récupération de la retraite aux US en France est-elle compliquée? Alors, je ne sais pas si tu as bien retraduit la question. Mais... En fait, il y a des accords sur les années passées aux États-Unis par rapport à la France. Alors, je ne sais plus de tête, ce n'est pas ma spécialité, mais en dessous d'un certain nombre d'années, je crois que c'est 7 ou 8 ans, le temps passé aux États-Unis peut compter dans le calcul de l'âge de départ à la retraite français, mais par contre, pas les cotisations. Donc, ça veut juste dire que vous aurez votre retraite à un certain âge, mais vous n'aurez pas forcément cotisé pour. Et donc, pour pallier à ça, c'est là où je mentionnais la Caisse des Français de l'étranger, dans laquelle on peut décider de cotiser spontanément pour accumuler des droits à la retraite en France. Après, on va dire que dans nos clients actuels et même, on a assez peu de personnes qui sont arrivées à l'âge de la retraite, donc je n'ai pas encore des retours d'expérience concrets, mais c'est un peu ça les stratégies qui sont mises en place. Aux États-Unis, on peut avoir un 401k qui a un plan de retraite par capitalisation. Quand on est payé aux US, ça permet de construire un petit pactole comme ça d'argent qui vous sera versé. Et ça peut se débloquer même quand on a quitté le territoire, comme un plan d'épargne entreprise. Donc, en gros, il y a pas mal de dispositifs. C'est rarement le premier sujet pour des entrepreneurs qui démarrent,
Mais voilà, quand on se développe et si on reste longtemps aux États-Unis, ça vaut le coup de regarder en détail le cas des situations personnelles et comment on a envie d'utiliser l'un des deux systèmes ou les deux à la fois. Ouais. Et dernière question qu'on va traiter. Est-ce qu'il y a des États qui sont recommandés pour développer l'activité si on est dans le secteur de la santé et pour lever des fonds ou ça reste, ou finalement, Alors, peu importe l'État? vas-y. Boston, c'est vraiment l'endroit idéal en général quand la start-up elle est dans le domaine de la santé. Après, pour ce qui est lever les fonds, comme on l'a dit, Delaware C Corp, c'est toujours recommandé. Donc, dans ce cas-là, en général, vous incorporez votre boîte en tant que Delaware C Corp. Mais après, au niveau business, c'est en général à Boston que c'est intéressant d'aller. Donc, par exemple, avoir un bureau à Boston ou venir régulièrement à Boston pour parler aux partenaires, aux labos, aux universités qui sont sur place, etc. Après, pour compléter, si on parle secteur de la santé avec des prestations médicales qui sont fournies au-delà de dispositifs logiciels ou autres dans la tech qu'on peut voir, là, il y a des vraies obligations en termes de, un peu, je pense, comme en France ou en Europe, les personnes les professionnels de santé, c'est une profession réglementée et du coup doivent être autonomes. Et donc, on voit souvent dans des boîtes dans la santé un système un peu pas de joint venture, mais enfin de partenariat entre un professionnel de santé américain et une société. Et le médecin, lui, va avoir une entité juridique qui va avoir le droit de facturer des prestations médicales. Et de l'autre côté, la société va être en accord exclusif avec ce professionnel-là pour arriver à adresser le marché. Donc, il y a des setups à la fois juridiques et contractuels particuliers pour arriver à être dans ces domaines-là. Donc, c'est un peu différent du reste, le fait d'adresser le marché américain, si c'est vraiment en termes de prestations médicales. Je crois qu'on arrive au bout de notre relecture du setup aux US. En tout cas, merci à tous ceux qui y ont participé. Sarah, Jade et Baptiste, un grand merci et surtout, ils ont fait un sacré boulot parce que là, on a parlé de quelques sujets, mais on peut en retrouver beaucoup plus dans le guide qu'on a écrit. Vous avez coécrit tous les trois sur le setup US. Donc, n'hésitez pas à vous replonger dedans et de toute façon à recontacter chacun d'entre eux pour approfondir tel ou tel sujet. Globalement, si vous aviez un mot de conclusion chacun, on y va aux US ou on n'y va pas? Ça Jade? dépend. Ça dépend. On y va, mais je suis peut-être biaisée là-dedans. Moi, j'y suis. Je trouve que c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est avoir tout ce qui est marché de capitaux ici, parce qu'on lève beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus de choix au niveau des investisseurs. Et après, la partie française pour tout ce qui est équipe, talent, R&D, aide BPI, etc. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, on y va, mais on n'oublie pas que le monde professionnel, c'est une chose, mais qu'il faut aussi réussir son installation, surtout quand on a une famille, et ça a d'autres enjeux aussi d'éducation et de santé qui ne sont pas simples à gérer, et les expatriations achoppent souvent pour ces raisons-là, donc on pense à tout. Je dirais oui, mais au bon moment, parce que trop tôt, on a vu un peu les sujets que ça peut amener pour certains, et trop tard aussi, donc je pense que c'est le point clé. Ok, top. Et puis, si vous êtes de passage à New York, vous pouvez passer voir Jade ou Baptiste. On sera ravis de vous croiser. Merci à tous et puis très bientôt sur d'autres sujets. Ciao. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.